La garde à vue de Dominique Strauss-Kahn prolongée. Arrivé ce matin à Lille, il est entendu par la police judiciaire lilloise sur son rôle présumé dans l'affaire de proxénétisme dit du Carlton. À son arrivée à la caserne de gendarmerie sous une nuée de journalistes, l'ancien numéro 1 du FMI s'est vu signifier son placement en garde à vue pour complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux. Pouvant aller jusqu'à 96 heures, la garde à vue ne devrait pas excéder 48 heures. Face à la hausse des vols à l'étalage dans les grandes surfaces, à Soissons dans l'Aisne, la police vient de mettre en place une procédure de dépôt de plainte simplifiée en cas de vol à destination des commerçants. Objectif, faciliter le suivi des délits, celui des délinquants, mais aussi améliorer la réponse de la justice. En cas d'interpellation, on remplit ce formulaire que l'on renseigne directement et que l'on remet aux autorités de police en même temps que la personne interpellée. Ça évite les allées et venues fastidieux au commissariat de police pour déposer plainte. Un dispositif déjà en place à Saint-Quentin est destiné à être généralisé à l'ensemble du territoire. Il ne fait pas bon rouler à Nice, c'est le résultat d'une enquête sur l'incivilité au volant publiée par le journal Auto Plus. Sur 10 des villes étudiées, la commune des Alpes-Maritimes se retrouve en queue de peloton, juste devant Marseille et Paris. Dur d'être un piéton dans le sud de la France. Selon l'enquête, Nice est la ville qui respecte le moins les piétons sur les passages réservés. C'est impressionnant, il y a des voitures qui sont garées en double fil, on peut pas circuler. Tout à l'heure j'ai dû passer sur la route tellement il y avait des voitures sur le passage piéton, impossible. Même des fois, surtout ici, quand on tourne, il y a même le panneau priorité piéton et il n'y a rien à faire, il faut passer. Ça c'est sûr. Les automobilistes niçois sont parmi les moins tolérants de France, avec les Marseillais et les Parisiens. Ils n'ont par exemple aucune patience au feu et une fâcheuse tendance à oublier le clignotant. La double fil, les stationnements n'importe comment, les gens ont aucune civilité et surtout les jeunes femmes. Les gens qui doublent pour venir se mettre juste devant pour s'arrêter au feu rouge quelques mètres plus loin, qui grillent les priorités, voilà, et puis pas mal d'agressivité effectivement au volant. C'est vrai que c'est pas facile parce que les gens ils sont un petit peu chacun pour soi, quoi. C'est vrai que c'est vraiment pas facile. L'année dernière, la ville de Nice a pris le taureau par les cornes en verbalisant par vidéo les doubles fils. La situation s'est améliorée en centre-ville. Mais les petites incivilités persistent. Les automobilistes sont égoïstes et de plus en plus mal élevés, comme le dénonce cette monitrice d'auto-école. Et donc petit, si on ne suit pas les bases, plus tard ça va devenir quelqu'un, on ne va pas dire d'indiscipliné, mais quelqu'un qui vit avec son mouvement. Et donc forcément, on ne peut pas corriger nous un élève à 20 ans alors que ça fait déjà 20 ans qu'il fait un peu comme il en a envie. Une petite consolation pour Nice. Dans le classement derrière elle, il y a Marseille et c'est Paris qui porte le bonnet d'âne. Nouvelle mésaventure d'un enfant oublié dans un bus scolaire. La fillette s'appelle Chloé, âgée de 3 ans et demi. Elle a passé vendredi dernier près de 3 heures dans le car scolaire à Pont-Droite dans le Doubs. Retrouvée endormie dans le car, les parents ne décolèrent pas. On doit faire son travail, à la fin de son trajet, on fait le tour de son bus pour vérifier s'il reste personne dedans. Et ça, c'est ce qui s'est pas fait, quoi. La conductrice ne devrait plus être affectée à cette tournée jusqu'à la fin de l'année scolaire et les écoliers de maternelle descendront avant les plus grands. C'est notre usine. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que j'y travaille. Ces fauteuils, c'est un petit peu à moi aussi. Ces bâtiments sont un petit peu à moi. C'est tout à nous ici. Les salariés d'ArcelorMittal se sont relayés toute la nuit dans les bureaux de leur direction à Florange et malgré l'engagement de Nicolas Sarkozy de tout faire pour ouvrir le site, le mouvement ne faiblira pas. Ils affirment que leur siège durera tant que les hauts fourneaux ne seront pas rallumés. Moi, ça fait 20 ans que je suis là et je me battrai jusqu'au bout, quoi. Même s'ils arrivent à m'avoir, j'aurai toujours le poids levé. Les 145 salariés de Photowatt devront patienter jusqu'à lundi avant de connaître le repreneur de cette entreprise de panneaux solaires installée en Isère. Le tribunal de commerce de Vienne a mis son jugement en délibéré. Sur les 3 offres de reprise, 2 d'entre elles ont été rejetées. Seul reste le dossier d'EDF que Nicolas Sarkozy est venu présenter en personne le 14 février dernier aux salariés de Bourgoin-Jallieu. La fibre optique se développe en Ile-de-France, elle arrive en Seine-Saint-Denis et séduit de plus en plus d'utilisateurs. Près de 80% des foyers d'Ile-de-France devraient en être équipés d'ici 2020. À l'origine de ce succès, un meilleur débit internet et une amélioration du son et de l'image.
Dans ces fils, aussi fins que des cheveux, passe la fibre optique. Depuis 2010, l'opérateur Orange la déploie à Paris, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Ces techniciens sont formés pour les souder et les raccorder, quartier par quartier. Il faut être assez minutieux, mais c'est pas très compliqué. Mais ça, c'est une question d'habitude. Mais ça permet d'avoir un très haut débit parce qu'il y a très peu de pertes par rapport aux câbles, notamment qu'il y avait avant, les câbles en cuivre, quoi. La fibre optique a un débit 10 fois plus rapide que la DSL. Voici l'une des premières utilisatrices à Noisy-le-Sec. Images, son et Internet sont maintenant de meilleure qualité. J'ai plus de coupures au niveau de la télé. Il y a la qualité d'image que je ressens sur certaines chaînes. Et au niveau d'Internet, le débit est plus rapide, les pages suivent, il n'y a pas d'attente. Gain de temps pour le client et gain de place pour les opérateurs. Quand le réseau cuivre d'une commune de 80 000 habitants nécessite une salle entière de stockage, le réseau fibre, lui, tient dans cette armoire. Nos clients étaient alimentés jusqu'à maintenant par des câbles cuivre. Dans ces câbles, nous pouvions passer 900 clients. Aujourd'hui, avec ce petit câble, nous pouvons alimenter 18 000 clients. Coût de l'investissement pour Orange, 2 milliards d'euros. Avec SFR, l'entreprise a signé un partenariat pour le développement du réseau. La fibre sera d'abord installée dans les zones où l'habitat est très dense, à condition que les propriétaires jouent le jeu. À l'intérieur des immeubles, on est en domaine privatif et donc il nous faut les autorisations des assemblées générales de copropriétaires pour pouvoir monter dans l'immeuble. Et les copropriétaires ont tout à gagner à autoriser rapidement donc l'opérateur d'immeuble à déployer la fibre à l'intérieur de l'immeuble, puisque en fait d'abord c'est gratuit, c'est l'opérateur privé qui va prendre en charge tous les coûts et en plus ça valorise l'immeuble. Chacun aura ensuite le choix de son opérateur. D'ici 2020, 80% des foyers d'Île-de-France auront accès à la fibre. La dernière grimace de Jojo, ce chimpanzé, le plus vieux d'Europe en captivité, s'est éteint à Nancy à l'âge de 60 ans des suites d'un ulcère. Le primate faisait les beaux jours du parc de la Pépinière depuis son arrivée en Lorraine en 1963 dans une structure spécialement aménagée pour lui. Jojo était devenu la mascotte de ce parc zoologique. Et Jojo avait une relation particulière avec chaque soigneur. Avec moi, par exemple, il appréciait beaucoup que je lui gratouille le dos à travers les barreaux. D'autres personnes, il faisait presque des bisous. Certaines personnes, et notamment les nouveaux dans les premiers temps, il appréciait encore particulièrement leur cracher un petit peu d'eau dessus. C'était l'initiation. Et cette figure emblématique devrait être naturalisée pour être exposée au musée aquarium de Nancy. Eux sont devenus l'emblème de la bambouseraie de Montoriol dans le Lot-et-Garonne, les deux pandas géants prêtés par la Chine aux zoos de Beauval dans le Loir-et-Cher, des clients voraces que cette société livre chaque jour. Du bambou, rien que du bambou, mais du bon. Ces pandas du zoo de Beauval en mangent plus de 30 kilos par jour, soit la moitié de leur poids. Leur alimentation est délicate et leur choix imprévisible aussi. On leur propose quotidiennement une carte de 6 variétés. Leur principal fournisseur se trouve en Lot-et-Garonne et ne fait que du frais, expédié en camion frigo. Nous coupons les bambous le matin, nous les arrosons, l'après-midi nous les chargeons et ils sont livrés le lendemain dans les zoos en Europe. La fraîcheur est primordiale pour les bambous, ils sont conservés constamment à une température de 6 degrés pour éviter le dépérissement et la pourriture. Ici, on cultive sur 19 hectares plus de 100 variétés de cette graminée d'origine tropicale. C'est la deuxième bambouseraie de France et elle alimente un réseau de 2000 clients en Europe jusqu'en Chine. Même si le pépiniériste fournit aussi les zoos de Madrid et Vienne, l'alimentation des pandas ne représente qu'1% de son chiffre d'affaires. C'est surtout l'image. C'est l'image que le panda, l'emblème de la Chine, mais aussi du WWF, qui est associé au bambou. Donc quand les gens pensent bambou, pensent panda, c'est l'un et l'autre. Pour nous, c'est assez motivant pour les salariés aussi de le couper parce qu'ils savent que les petits nounours mignons, noirs et blancs, vont croquer leur bambou. Bambouculteur depuis 1990, Réseau Plan ne nourrit les pandas que depuis 3 ans, mais il en a déjà fait son emblème. C'est la plus grande ferme de France. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris. Un rendez-vous que manqueraient pour rien au monde Gérald et Stéphane. Ces deux éleveurs de moutons de Champagne-Ardenne participent au concours agricole. Un véritable défi pour ces deux frères agriculteurs.
La Champagne, terre à moutons, c'était vrai dans les années 60. À l'époque, le département de la Marne comptait 120 000 têtes. Aujourd'hui, à peine 10 000 ovins. Gérard et Stéphane Matry sont les 3e et 4e générations d'éleveurs de moutons et les derniers de la Marne qui vont présenter 9 bêtes au Salon de l'agriculture à Paris. Alors le juge, il va regarder, dans la laine, il va regarder déjà l'aspect de la laine sur la bête, comme là ça vous est présenté, c'est-à-dire il regarde comment elle est tassée, plus ou moins la densité de la laine. Après, il va choisir une mèche qui va lui permettre, qui va poser sur une manchette noire, qui va lui permettre de voir l'aspect de la laine, la finesse de la laine. Des prix et des récompenses, la famille Matry en récolte depuis 1989. La race Île-de-France est élevée pour ses qualités de laine, mais aussi de viande. Voilà pour les concours. Résultat de la sélection génétique pour cette race, introduite dans la bergerie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'évolution du nombre de naissances par brebis. En asséminant avec des béliers qui sont améliorateurs élites, nous avons pu augmenter la prolificité du troupeau. Donc aujourd'hui, nous sommes à une prolificité de 1,9 avec à peu près 25 à 30% de brebis qui font des triples. Avec 300 brebis dans le cheptel, le nombre de moutons à nourrir monte à presque 1 millier, la période d'agnelage terminée. Cette année, le salon de l'agriculture ne se vivra pas de manière sereine en raison du virus Schmallenberg. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est que si on les met en reproduction, il se peut qu'elles soient piquées et qu'on ait des agneaux qui soient mal formés, des mortalités et tout. Donc c'est quand même très inquiétant. Un virus qui pose beaucoup d'interrogations puisqu'il n'existe pas encore de vaccin. Un virus qui peut décimer la moitié d'un troupeau au moment de l'agnelage. C'est une première en France qui pourrait faire jurisprudence. 5 moniteurs de ski âgés de 57 à 62 ans qui avaient attaqué un syndicat de l'école du ski français en Savoie pour discrimination à l'âge devant le tribunal d'Albertville ont obtenu gain de cause. Une décision qui était très attendue par plusieurs milliers de moniteurs. En effet, ces professionnels également en colère pourraient assigner à leur tour l'ESF devant les tribunaux. Bordelais et Toulousains sont en vacances en même temps cette semaine. Un rendez-vous crucial dans toutes les stations des Pyrénées, et ce quelle que soit leur taille. À Ascoupaillère, au-dessus d'Ax-les-Thermes en Ariège, les sourires sont de mise car les conditions d'enneigement et l'ensoleillement sont quasi idéales. Un domaine de 14 pistes, ouvert à 100%. De la neige fraîche et beaucoup de soleil, cette semaine de février s'annonce en tout point radieuse à Ascoupaillère, qui, comme la plupart des stations, joue là l'essentiel de sa saison. La moindre journée un peu ratée peut être préjudiciable sur notre chiffre d'affaires. Il faut savoir quand même que les 15 jours de février à la zone de Toulouse, pour nous, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est très très important. Oui. Idéal pour les débutants, Ascou possède aussi 2 pistes noires pour les plus chevronnés. Cette semaine, la petite station devrait attirer plus de 1000 skieurs par jour, pour la plupart midi-pyrénéens, mais aussi bordelais ou montpelliérains. On aime bien la station, c'est familial, des gens normaux, pas trop de fun et de surfeurs. J'aime bien l'accueil, j'aime bien comment on connaît un petit peu tous les pisteurs, tous les perchemans, et voilà. Donc j'aime bien cette ambiance rustique et sympathique. Voilà. À plein régime, 26 personnes travaillent pour la station et une trentaine pour le village vacances de 240 places qui gère aussi l'unique restaurant. Là aussi, le baromètre est au beau fixe. Notre établissement est bien rempli jusqu'au mois d'avril, jusqu'aux premières vacances d'avril. Nous sommes à 100%, bien sûr, mais nous avons un accueil surtout de lycées, collèges et de primaires, ce qui nous permet, hors vacances scolaires, d'être complet grâce à ces classes. Loin du concept des usines à ski, Ascou a su trouver son modèle économique. Mais comme dans les grosses stations, c'est la neige qui, ici aussi, dicte la qualité de la saison. Oh, et puis vous connaissez le proverbe, hein? Un perdu, c'est 10 années de recherche, hein? Plus de 2 millions de spectateurs ont déjà assisté à cette comédie, Le Clan des Divorcés. Véritable phénomène, cette pièce de théâtre créée en 2004 à Toulouse met en scène 3 femmes qui divorcent et s'installent en colocation à Paris en quête de l'âme sœur. Un spectacle où l'on rit beaucoup, autant sur scène que dans la salle. Tu veux que je te fasse une tisane au thon? On m'a traité de thon.
prochaine fois que tu me traites de ton, je te colle au mur et on t'appelle post-it. C'est vrai que c'est une pièce incroyable où ça rit tout le temps. Et depuis moi, ça, je la tourne depuis 2 ans et à chaque fois, c'est génial. Une comédie hilarante à découvrir jusqu'au 8 avril à Nice. Oh yes, Noël. Oh yeah. Oui, je t'ai demandé de me rappeler. Oui, je t'ai demandé de me rappeler. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.